Bienvenue. Bienvenue à ce webinaire Pôle Pharma du biotesting qui aura lieu pour cette année pendant quelques fois, euh, où on accueille un spécialiste du biotesting qui vient nous parler d'un sujet qui les intéresse et sur lesquels il travaille en règle générale depuis quelques années. Et donc, du coup, là, la présentation durera environ 30-40 minutes, qui sera suivi par des questions que vous pouvez poser dans le chat. Vous avez un petit questions et réponses euh, que vous pouvez utiliser. Et donc, du coup, on répondra à vos questions à la fin de la présentation de Charlotte Lecrieff, qui travaille à Gilent. Voilà, Charlotte, je vous laisse la parole. Et puis, bon webinaire à tous. Merci. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Charlotte Lequief, donc je suis ingénieure application pour la LCMS et les applications biopharma chez Agilent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse des nucléotides, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup chez nous, on a beaucoup de demandes pour ça. Donc dans une première partie, en fait, je vais présenter un peu une overview de quelles sont les différentes solutions qui existent pour l'analyse des oligonucléotides synthétiques. Donc, que ce soit la chromatographie liquide et la spectrométrie de masse, parce que c'est ce que je fais, mais aussi la spectroscopie ou l'électrophorèse capillaire, par exemple. Donc, un peu, l'idée, c'est en fait de vous orienter selon vos besoins, quelle est la solution qui répondrait le plus à vos besoins. Euh, Et dans une deuxième partie, je vais me concentrer plutôt sur la partie chromatographie liquide, que ce soit couplé à de l'UV ou de la spectrométrie de masse. Parce que ça, c'est ce que je fais beaucoup en laboratoire, en fait. Et au sein d'Agilent, dans nos différents labos, on a pas mal implémenté des méthodes, des trucs et astuces, en fait, pour améliorer les performances des méthodes. Notamment, on va surtout parler d'une méthode qui est l'apparimendium, parce que ça cause pas mal de problèmes. Et l'idée, c'est de partager ça avec vous, en fait, pour que vous puissiez éventuellement implémenter ces workflows, ces méthodes dans vos labos. Alors, avant de commencer, quand on parle d'oligonucléotides synthétiques, donc il y a plusieurs catégories. Moi, ce dont je vais parler aujourd'hui, ça s'applique principalement en fait aux petits oligonucléotides synthétiques, donc ceux qui font typiquement 18 à 30 mères. Ça peut aller, nos outils chez Agilent, on peut facilement monter jusqu'à 100, voire plus en base. Et dans une certaine mesure, en fait, ça s'applique aussi à l'ARN, pardon, parce que l'ARN, bon, ça reste une molécule oligo. Euh, et c'est aussi fait avec les mêmes, en chromatographie liquide, on va utiliser aussi par exemple, pas mal beaucoup la phase inverse et l'apparimendium. Donc ça s'applique dans une certaine mesure, mais la plupart des outils que je vais présenter, en fait, ils s'appliquent aux oligonucléotides de plutôt petite taille. Donc, quand on veut analyser ces oligonucléotides, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. On les voit sur la diapo. Donc, il y a la chromatographie liée ou non à de la spectrométrie de masse. Il y a l'électrophorèse. Il y a la spectroscopie aussi. Et c'est un peu difficile de prime abord, quand on connaît pas bien ces techniques, en fait, de savoir laquelle va correspondre à nos besoins. Et même une fois qu'on a choisi une technique, par exemple pour la chromatographie, une fois qu'on s'est dit bon la LC ça a l'air d'être ce qu'il me faut, il y a plusieurs types de chromatographie. On a l'échange d'ion, on a l'apparimendium, on a aussi l'IDIC qui commence à apparaître. Quelles sont les phases mobiles qu'on peut utiliser? Est-ce qu'un détecteur UV c'est assez? Est-ce qu'il faut que j'aille sur la spectrométrie de masse? Si je vais sur la spectrométrie de masse, est-ce que un simple quad ça suffit ou est-ce que j'ai besoin de la haute résolution? Donc il y a pas mal de questions à se poser en fait au moment de choisir un système pour analyser ces oligos. Donc on va regarder ensemble. Donc évidemment, au niveau du choix de l'instrument et des méthodes, c'est toujours un peu un compromis à faire, parce que d'un côté du spectre, on va avoir par exemple avec la spectroscopie ou l'électrophorèse capillaire des systèmes avec des analyses qui sont rapides. C'est des systèmes qui sont très faciles ou relativement faciles à utiliser, avec des systèmes qui sont robustes et compacts. Par contre, en général, ça vient avec peu de flexibilité. C'est des instruments qui sont faits pour faire une chose, qui le font bien, mais qui font pas d'autres analyses. Et puis, souvent, ils apportent relativement peu d'informations. Donc, ça peut tout à fait suffire à ce que vous voulez faire, mais voilà, faut garder ça à l'esprit. Et de l'autre côté du spectre, en fait, on a des instruments qui, eux, vont permettre une caractérisation beaucoup plus poussée.
des oligonucléotides qui vont être plus versatiles. En fait, on va pouvoir les utiliser, par exemple, la chromatographie liquide. Quand vous en avez une au labo, vous pouvez vous en servir pour analyser les oligos, mais vous pouvez analyser énormément d'autres échantillons sur la même chaîne LC, c'est pas un problème. Par contre, c'est souvent des équipements qui sont plus coûteux, qui sont plus compliqués aussi pour s'en servir. Et puis les analyses, si vous partez par exemple sur de la spectrométrie de masse haute résolution, vous n'aurez pas du tout le même débit d'analyse d'échantillons que si vous allez sur de l'électrophorèse capillaire par exemple. Donc si on commence avec le premier, donc j'ai pris le plus simple, hein, c'est l'analyse par spectroscopie. Alors en fait c'est tout bêtement là ce que vous voyez par exemple sur, je vais peut-être mettre le laser comme ça vous verrez. Ouais. Chez Agilent, on va placer en fait les caries UV vis. Donc en fait c'est basiquement des spectrophotomètres de masse. Hein. Donc tout le monde sait se servir d'un spectrophotomètre de masse. Le principe de la mesure en plus il est assez simple. C'est ce qu'on appelle donc le thermal melt temperature. En fait c'est ça va être limité par contre pour les ADN double brin, parce qu'en fait le principe c'est que la température à laquelle le double brin il est dénaturé, ça dépend de la composition en nucléotides et de la séquence. Donc, c'est ce que vous voyez ici. En fait, on a une température qui va être caractéristique à la fois de la longueur de l'oligo et de sa composition. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé, par exemple, en contrôle qualité, parce que c'est très rapide, c'est très facile à faire. Par contre, la limitation de cette méthode, c'est que, comme je l'ai dit, bah voilà, ça s'applique que au double brin. Et puis, vous avez une information qui est assez limitée. Par exemple, vous avez aucune info sur, vous faites la caractérisation de votre oligo target. Par contre, vous aurez aucune info sur les impuretés qu'il y a dans l'échantillon, que ce soit une quantification ou caractérisation de ces impuretés. Ensuite, on a l'électrophorèse capillaire. Donc ici, par exemple, nous chez Agilent, on a un instrument qui s'appelle l'OligoPro, qui est super si vous voulez faire du haut débit en fait, que ce soit de l'ARN ou de l'ADN, donc simple brin. Et en fait, c'est un gel dénaturant, donc électrophorèse capillaire en gel, avec une détection UV, et vous pouvez avoir une résolution à N-1. Donc c'est ce qu'on voit sur cet électrogramme ici, où en fait vous avez l'oligonucléotide cible à 40 mers ici qui ressort bien, et on voit qu'on peut détecter tous les N-1, donc là où il manque un nucléotide en fait, et éventuellement les N+1. Pardon. Donc on a ça, donc l'électrophorèse capillaire en gel, ça peut être couplé à de l'UV, c'est le cas de cet instrument. On a aussi des instruments en fait qui vont le coupler à la fluorescence, détection fluorescence. Par exemple, c'est le cas du Fragment Analyzer chez nous. Donc ça dépend un peu de vos besoins, de ce que vous voulez faire. Vous voyez que celui-là, on va en général jusqu'à des fragments de 60 nucléotides. Il peut aller au maximum jusqu'à 100 nucléotides. Si vous avez des fragments d'ARNM qui sont beaucoup plus longs, il y a différentes sortes d'instruments en fait. Et après, ça va dépendre beaucoup en électrophorèse capillaire. Ça va dépendre de la longueur des fragments que vous regardez. Donc que ce soit des petits oligonucléotides synthétiques ou de l'ARNM par exemple. Et ça va dépendre aussi du débit que vous voulez avoir. Donc ça, c'est les deux critères principaux si vous partez sur l'électrophorèse capillaire. Sachant qu'on est sur des méthodes, l'avantage en fait, c'est que les coûts de revient pour des analyses sont assez faibles. Ça permet vraiment de faire du haut débit et c'est hyper facile de s'en servir. En fait, il y a des systèmes de tiroirs, vous chargez les échantillons, vous chargez les solvants et après vous n'avez plus rien à faire, juste à attendre les résultats. Par contre, il y a quand même des limites à ça, c'est que si vous regardez les impuretés N-1, c'est par exemple l'OligoPro, il est fait pour ça, vous les voyez très bien, mais vous voyez pas les autres impuretés. Et il est limité à une application. Donc, si vous achetez cet instrument, c'est pour garder les impuretés de vos oligosynthétiques courts, mais il fera pas autre chose. De la même façon que si vous achetez un autre instrument qui est fait pour regarder les longs fragments d'ARNM, il pourra faire ça, il le fera très bien, mais il fera pas autre chose non plus. Donc, c'est des instruments qui sont réservés à une application pour laquelle ils sont très performants, mais voilà, c'est tout ce que vous ferez. Ensuite, on a la chromatographie liquide. Alors, la chromatographie liquide, c'est l'inverse. Ça va pouvoir faire énormément de types d'analyse possibles. Donc, c'est ce que je vous disais au début. Ça va pouvoir regarder les oligos. Vous pourrez regarder les oligos synthétiques courts, les oligos plus longs, les ARN. Vous pourrez regarder même complètement d'autres types de molécules que vous regardez peut-être dans vos labos, que ce soit des protéines, des peptides, etc. Par contre, il va falloir développer les méthodes et ça prend un peu de temps.
Et voilà. Et à chaque fois que vous changerez de composé, en fait, il faudra développer une nouvelle méthode. Voilà. Donc, au passage, nous, nos HPLC, il y en a déjà pas mal dans les laboratoires en général, vous les connaissez bien. Donc là, on est sur les modèles qui sont à haute pression, donc avec la 1260, la 1290. Donc, on peut aller jusqu'à 800 à 1300 bars, ça dépend des méthodes et des instruments. Et on a maintenant, en fait, des chaînes HPLC qui sont ce qu'on appelle en matière bio, donc en fait, qui sont pas en acier inoxydable, mais qui sont dans cet alliage qu'on appelle le MP35N, qui est majoritairement du cobalt et du nickel. Et ça fait qu'il n'y a pas de fer et ça évite tous les phénomènes d'oxydation en fait et de chélation des molécules avec le fer. C'est surtout intéressant pour les biomolécules. Et ça, j'y reviendrai plus tard dans ma présentation. Mais juste pour que vous l'ayez en tête, voilà, le bio, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de fer en fait dans le flot. Votre biomolécule ne rencontrera pas de fer. Donc là, voilà, les avantages, c'est que on peut faire énormément de choses avec. On peut faire tous les types d'échantillons, que ce soit du simple, du double brin, de l'ADN, de l'ARN. Par contre, il va falloir développer la méthode et il va falloir se poser pas mal de questions sur quelle colonne il me faut, quelle phase mobile, quel détecteur. Donc là, j'ai mis pas mal de détecteurs. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui sont possibles. Après, pour les oligos, on va surtout faire de l'UV et de la spectrométrie de masse avec les chaînes chromatographiques. Donc la suite de la présentation, là, ça va être un peu ça. Comment on choisit parmi toutes ces options pour la LC? Donc on va commencer par quel détecteur? Est-ce que je veux l'UV, ça suffit pour ce que je veux faire, ou est-ce qu'il faut que j'aille vers de la spectrométrie de masse? Donc d'abord pour l'UV, donc l'UV, la plupart du temps, que ce soit, là c'est un exemple avec de l'ARN, on va souvent être à une longueur d'onde standard de 260 nanomètres. Et en fait, la clé, si vous faites que de la chromatographie UV, la clé de la méthode, c'est que par contre, il va falloir avoir une très bonne méthode chromatographique avec une très bonne séparation de tous vos composés que vous recherchez. Donc ici, on a un exemple, par exemple, avec un standard d'ARN, en fait, où vous voyez qu'il y en a différents. Il y a 14 mères, 17 mères, 20 mères, 21 mères. Dans ce cas-là, on a une méthode qui permet une bonne séparation. Et souvent en LC, on va pas pouvoir être, par exemple, avec l'OligoPro, on était très haut débit. En 30 minutes, vous pouvez faire énormément d'échantillons. C'est des plaques, en fait, pour l'électrophorèse capillaire. Donc, vous pouvez faire 96, un run de plaques. Vous chargez, ça tourne tout seul. Vous pouvez faire 12 échantillons en parallèle en 30 minutes. Voilà, sur de l'ALC, on va être à moins haut débit parce que si on reste en UV et qu'on veut une très bonne séparation, c'est des méthodes chromatographiques. Vous voyez ici, ça prend 8 minutes, donc ça prend un peu de temps. Encore une fois, c'est bien en UV. On verra qu'après, avec la spectrométrie de masse, on va pouvoir aller à plus haut débit et avoir des méthodes beaucoup plus courtes. Donc, si on zoome, par exemple, ici, vous avez l'ARN 21 mères, le 20 mères, et on voit ici les N-1 impuretés, pardon, qui sont très bien séparées. Donc là, si on cherche les N-1, les N+1, l'ALC-UV, ça va, en général, avec une bonne méthode chromatographique, ça va très bien faire le job, il n'y a pas de problème. Mais les désavantages de l'UV, il y en a deux principaux. C'est par exemple, si vous avez de la coélution dans vos pics, par exemple, vous cherchez des impuretés que vous n'arrivez pas à séparer et elles sont toutes élevées sous le même pic. Avec l'UV, ça va être compliqué. Vous ne pourrez pas faire la différence en fait au sein d'un pic, le signal, à quoi il correspond. Et puis aussi, si par exemple, vous faites une méthode chromatographique et vous vous rendez compte que vous avez un nouveau pic qui apparaît et vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas si c'est vraiment une impureté qui est liée à la façon dont vous synthétisez vos oligos, par exemple, ou si c'est une impureté qui est apparue, par exemple, lors du stockage ou lors de la purification, euh, ou si c'est dû à des nouveaux solvants que vous utilisez, etc. Avec l'UV, ça sera très, très dur de déterminer quelle est cette impureté et d'où elle vient. Donc, c'est pour ça, en général, que les gens y passent en MS, parce qu'il y a ce besoin ou d'être sûr qu'il n'y a pas de plusieurs composés cachés sous un même pic, ou on veut caractériser les impuretés nouvelles. Donc là, le premier exemple que je vais vous montrer, c'est le deuxième cas. Donc, on a un pic, par exemple, ici, vous avez le chromatogramme. Et vous voyez ici qu'il y a un gros pic. Donc ça, c'est notre oligo cible. Et puis, on a ce tout petit pic ici qu'on voit à peine. Et en fait, le cas de figure ici, c'est ce pic, on veut le caractériser, il vient d'apparaître, on ne sait pas ce que c'est, et en UV, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc l'avantage avec la spectrométrie de masse, en fait, c'est qu'on va pouvoir extraire les infos pour chaque pic.
Et puis, on va faire ce qu'on appelle de la déconvolution. Donc, si vous savez pas ce que c'est, j'ai une diapo, je vais expliquer juste après ce que c'est que la déconvolution. Mais en gros, c'est un process qui nous permet d'avoir la masse exacte des composés qui se cachent sous les pics. Et donc, dans cet exemple-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, si on extrait le spectre de masse sous ce pic-là, on obtient ici une masse exacte qui est autour de 7310 Dalton. Et ça correspond à notre oligomère, à notre oligo de 20 mères qui est notre cible, donc ce qu'on cherche. Et si on extrait le spectre de masse ici de ce petit pic et qu'on le déconvolue, on voit qu'on a une masse qui est à peu près à 6913, qui correspond à moins 300, moins 400 à peu près en Dalton. Et en fait, c'est très probablement une impureté et très probablement un N-1 dans ce cas-là. Mais voilà, en ayant la masse exacte, en fait, on va pouvoir caractériser les impuretés et on va pouvoir dire, OK, bah, N-1, ça provient certainement de mon processus de synthèse, en fait, de mes oligos. Ou alors, ça aurait pu être une impureté parce que vous avez changé les phases mobiles ou quoi que ce soit. Donc, la masse exacte, ça nous donne pas mal d'informations. Un autre exemple, c'est par exemple dans ce cas-là, on a une méthode qui est très très courte. Vous voyez ici, on veut faire du haut débit. Et en fait, quand on veut faire du haut débit, en général, on veut des méthodes qui font moins d'une minute. Donc là, vous voyez, on a une méthode qui fait en fait moins de 30 secondes, même dans ce cas-là. Du coup, on peut pas avoir de séparation chromatographique. C'est pas possible. En 30 secondes, on n'y arrivera pas. Donc l'avantage de l'AMS, là, c'est qu'on va se retrouver avec un pic unique. Mais pour le détecteur spectrométrie de masse, c'est pas du tout un problème. En fait, on va faire le même process. On va extraire le spectre de masse sous ce pic unique. Et déjà, quand on zoome un peu sur le spectre de masse, on se rend compte que oui, effectivement, sous ce pic unique, il y a plusieurs choses, hein, on voit plusieurs pics très proches. Et en fait, quand on fait la déconvolution, pour simplifier ce spectre de masse en fait et avoir les masses exactes, et bien effectivement, on se rend compte que sous ce pic unique, on a plusieurs choses. Dans ce cas-là, par exemple, on avait, donc encore une fois, on cherchait un oligo de 20 mères. Donc on le retrouve ici, parce que je connaissais la masse exacte, donc je savais qu'elle était à 6115 à peu près. Donc c'est bien ce qu'on trouve ici. Donc ce pic-là, c'est notre cible. Et par contre, j'avais un pic un peu plus loin, ici, avec une différence de 40 Dalton. Et en fait, cette différence de 40 Dalton, on a pu en regardant un peu qu'est-ce que ça pouvait être, qu'est-ce qui, comme modification, peut causer une différence de 40 Dalton, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un swap de nucléotides. Donc, pour une base C, en fait, on avait une base G dans cet échantillon. Donc, voilà, on a pu dire que cet échantillon-là, il n'était pas pur et qu'en fait, un des problèmes qui avait eu lieu, c'était qu'on se retrouvait avec une grosse impureté, avec un swap de nucléotides. Donc, ça, c'est un autre exemple d'application de l'AMS. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, sous ce pic, on avait deux molécules, la cible et puis donc une impureté. Donc la déconvolution, juste pour vous expliquer, parce que surtout ceux qui travaillent en spectrométrie de masse avec des petites molécules ou pour l'habitude de la GCMS, c'est pas quelque chose que vous voyez parce qu'en fait, quand on travaille avec des petites molécules ou par exemple en GCMS, dans notre spectre de masse, en général, on a ce qu'on appelle des états de charge, mais en fait, les petites molécules elles vont avoir un seul état de charge. Donc dans le spectre de masse, en général, un pic, c'est un composé. Avec les biomolécules, c'est plus compliqué parce que les biomolécules, en fait, elles vont être euh, plus grosses, tout simplement, et elles vont avoir plusieurs états de charge. Elles vont, en fait, comme elles sont plus grosses, elles vont pouvoir porter plusieurs charges. Parce que vous savez que pour la spectrométrie de masse, on va ioniser les composés, en fait, on va les charger parce qu'on peut détecter que des molécules chargées. Alors là, je suis désolée, l'exemple, c'est de la myoglobine, c'est une protéine, donc c'est des charges plus. Pour les oligos, ça fonctionne pareil, sauf qu'on va avoir des charges négatives. Mais en fait, plus vous avez de charges, donc en fait, votre biomolécule, elle va pouvoir porter plusieurs charges, et c'est ce que vous voyez ici. Donc, mettons que ici, par exemple, on est à 10 charges. Donc ça va être votre molécule qui porte une charge, deux charges, trois charges, quatre charges, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et même, ça peut aller à 11, 12, 13, 14, 15. Enfin, ça peut porter énormément de charges. Pour les anticorps monoclonaux, on peut avoir des spectres où elles portent 50, voire 60, 70 charges. Et en fait, tous ces pics que vous voyez ici, on appelle ça une enveloppe d'état de charge. C'est le même composé. Donc, c'est pas un pic, un composé. Dans ce cas-là, tout ça, c'est le même composé, mais avec plusieurs états de charge. Et en fait, la déconvolution, euh, donc ça, c'est ce que j'expliquais en fait. Hein. La déconvolution, l'algorithme de déconvolution, ce qu'il va faire, c'est que de manière automatisée, lui, il va transformer en fait cette enveloppe d'état de charge. Il va faire ses calculs pour dire, OK, celui-là, c'est probablement
l'état de charge 10, parce que je vous rappelle que ce qu'on détecte, c'est M sur Z, en fait, dans un spectre de charge. Donc, c'est la masse divisée par le nombre de charges. Donc, par exemple, pour avoir la masse de ce pic-là, si c'est l'état de charge 10, il faudrait multiplier 943 fois 10, fois Z, en fait, fois le nombre d'états de charge. Et vous vous retrouvez avec le poids moléculaire final. Ça, en fait, vous pourriez très bien le faire à la main, mais ça prend un peu de temps parce qu'il faut essayer plusieurs combinaisons en disant, bon, alors peut-être que c'est mon état de charge 10, parce qu'après, là, j'ai dit 10 un peu au pif, hein, mais des fois, il y a des états de charge, ils sont tellement en petite abondance qu'en fait, on les voit pas. Donc, c'est pas, des fois, il suffit pas de compter les pics. Donc, c'est pour ça que l'algorithme de déconvolution, il est utile, ce qui va faire ça de manière automatisée. Et en fait, il va transformer ces enveloppes d'état de charge en une masse exacte qu'on retrouve, par exemple, ici, dans le cas de la myoglobine. Donc, voilà la déconvolution, ce que c'est. Donc ça, c'est une diapo pour vous montrer un peu tous les exemples parce que on parlait beaucoup en LCUV. Je vous ai dit la chromatographie liquide couplée à l'UV, vous allez surtout pouvoir détecter les N-1, les N+1. Avec la spectrométrie de masse, vous allez pouvoir détecter beaucoup plus de choses, même si vous n'avez pas une bonne séparation chromatographique. Et c'est l'exemple qu'on voit ici. Donc vous allez pouvoir détecter évidemment aussi les N+1, N-1 et N-2, 3, etc. Et vous allez pouvoir en fait détecter toutes les impuretés liées à la phase de synthèse. Donc les problèmes au niveau du capping, des séquences qui sont pas complètes. Si vous avez fait des modifications de vos oligos, par exemple au niveau du pont phosphodiester, si vous avez remplacé par phosphorotioate et que vous voulez vérifier que ces modifications elles ont bien été intégrées, c'est possible. Vous allez pouvoir aller au ratio PS sur PO. Si vous avez des groupes protecteurs qui ne se sont pas enlevés pendant la phase de synthèse, c'est pareil, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vérifier. Voilà, s'il y a des produits qui se sont formés qui n'étaient pas escomptés, vous allez pouvoir les détecter aussi. Et après, tout ce qui se passe, par exemple, pendant les phases de purification ou les phases de stockage, avec la formation d'agrégats, l'oxydation, la dépurination, la dégradation par des nucléases, tout ça, c'est des phénomènes que vous allez pouvoir détecter avec la LCMS sans problème. C'est pas une liste exhaustive, c'est pour vous donner des exemples de ce qui peut être détecté. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la spectrométrie de masse, donc, elle est nécessaire quand vous faites si vous voulez faire de la caractérisation d'impuretés que vous connaissez pas, pour les composés qui coélutent. Et ça, j'en ai pas parlé, mais si vous voulez faire de la confirmation de séquence, là, la MS sera nécessaire, ça sera même de la MS-MS. Donc, en LCMS, vous pouvez aussi faire de la confirmation de séquence pour confirmer que votre oligo, il a bien les bons nucléotides aux bons endroits. Donc, une fois qu'on se dit, OK, apparemment, là, je vais avoir besoin d'AMS parce que je suis dans un de ces cas de figure. Bon, bah, OK, mais quel type de spectromètre de masse j'ai besoin? Donc, est-ce que la basse résolution, donc là, on va être sur les technologies avec quad, les simples quads, les triples quads. Est-ce que j'ai besoin de ça ou est-ce que j'ai besoin de haute résolution? Donc là, on va être sur des TOF et des QTOF plutôt. Alors ça dépend de vos besoins. Par exemple, il y en a un qui est assez facile. Si vous voulez juste faire de la quantification d'oligo que vous connaissez, on va pas avoir besoin de haute résolution. On va être plutôt sur des technologies simple quad ou triple quad pour faire de la quantification. Après, si vous voulez faire de la quantification d'impuretés où vous avez des impuretés que vous connaissez pas forcément, là, on va partir soit sur du simple quad, soit sur du TOF ou du QTOF, de la haute résolution. Et après, ça dépend beaucoup en fait. Alors déjà, évidemment, ça va dépendre de votre budget hein, parce qu'un simple quad, c'est pas le même prix qu'un TOF ou un QTOF. Ça va dépendre de vos besoins parce que en simple quad, on peut déjà faire pas mal de choses hein, au niveau de la caractérisation des impuretés. Et après, ça va beaucoup dépendre en fait de la complexité de votre échantillon. Est-ce que vous avez beaucoup d'impuretés? Est-ce que vous voulez aller caractériser les impuretés principales ou est-ce que vous voulez aller chercher les impuretés en très faible abondance? Et ça va dépendre aussi de la complexité de votre matrice. Plus la matrice est complexe, plus il faudra probablement aller vers de la haute résolution. Et plus votre échantillon est complexe, globalement, plus il faut aller vers de la haute résolution. Donc d'un côté du spectre, on a le simple quad, c'est le plus simple, donc ça va être celui qui coûte le moins cher. C'est en général des instruments qui sont très robustes, très faciles à entretenir. Et l'avantage, c'est que le simple quad, ça peut être vu comme un détecteur en plus sur votre chaîne chromatographique. Donc si vous êtes habitué de la chromatographie liquide, mais pas de la spectrométrie de masse, c'est bien de commencer avec ça parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être un expert en spectrométrie de masse, pardon, pour s'en servir. C'est relativement simple. Et pour vous donner une idée, on a ce qu'on appelle la précision en masse. On descend avec un simple quad en dessous du Dalton. Par exemple, pour ce modèle-là, qui est un des plus performants chez nous, chez Agilent, on peut descendre en dessous de 0,7 Dalton.
Donc, ça suffit pour répondre à pas mal de problématiques. Mais je vous ai dit, si votre échantillon, il est très complexe ou que vous voulez aller chercher vraiment des impuretés qui sont très faible abondance, ça dépend de ce que vous voulez faire. On peut avoir besoin, le simple quad, il est parfois pas suffisant. On peut avoir besoin d'aller vers de la haute résolution. Donc, en général, des cutoffs. L'avantage, c'est qu'ils sont très haute résolution. Il y a une très haute précision en masse. Donc, si vous voulez caractériser des impuretés que vous connaissez pas, vous allez avoir c'est là où vous allez avoir les meilleurs résultats avec le moins de doute possible à la fin. C'est plus complexe de s'en servir, évidemment. Mais c'est aussi ce qu'on veut dire par future proof, c'est qu'en fait, si vos besoins ils évoluent, si vous avez commencé avec un simple quad, ça arrive parfois chez nos clients qu'en fait ils aient commencé avec un simple quad, ils n'étaient pas experts en spectrométrie de masse, donc ça leur allait très bien au début, puis ils se rendent compte que leurs besoins ils évoluent, ils ont de plus en plus de molécules différentes à caractériser, ils ont des échantillons de plus en plus complexes. Bon, bah ils vont évoluer vers de la haute résolution. Voilà, parce qu'avec une fois que vous avez un cutoff, en fait, c'est notre plus haut de gamme, c'est celui avec lequel vous pouvez faire le plus de choses possibles, donc ça couvre la plupart de vos besoins en fait. Si vous voulez faire de la confirmation de séquence, là, il n'y a pas le choix, c'est de la MSMS. Donc, de toute façon, il faudra un cutoff. Parce que les cutoffs, c'est les seuls instruments, en fait. Le simple quad, il ne peut pas faire de MSMS. Donc, voilà un peu dans quel cas on a besoin de simple quad ou de haute résolution, donc des TOF ou des cutoffs. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu à voir quel détecteur éventuellement dont vous pourriez avoir besoin. Et quelle méthode employer. Une fois qu'on a choisi le détecteur, il y a un autre choix à faire pour la chromatographie liquide, c'est le type de chromatographie. Donc à l'heure actuelle, pour les oligos, il y en a trois. Il y a l'échange d'ion. Alors l'échange d'ion, je ne vais pas trop en parler, c'est une méthode qui marche très bien pour la séparation des oligos. C'est une méthode qui marche aussi relativement bien pour la purification des oligos. En général, pour optimiser ces méthodes, on va surtout jouer en fait sur le pH des phases mobiles et la température. En général, plus vous augmentez la température et meilleure est la séparation de vos oligos synthétiques. Mais je ne vais pas plus en parler aujourd'hui parce qu'en fait, c'est une méthode qui utilise énormément de sels, des sels qui ne sont pas volatiles et c'est pas compatible avec la spectrométrie de masse. Donc, je vous avoue que moi, c'est quelque chose que j'utilise assez peu au labo et j'aurai moins de recul pour vous donner des conseils. Moi, ce que j'utilise le plus, donc, il y a la phase inverse. Donc, la phase inverse, on l'utilise beaucoup avec des agents d'appariement d'ion pour les oligos. Enfin, on n'utilise même que ça. L'avantage, c'est que déjà, c'est une méthode que vous trouvez dans énormément de recommandations. Donc, en fait, que ce soit les recommandations, par exemple, la FDA américaine ou l'agence européenne, les agences européennes en Europe. Dans beaucoup de guidelines, on va retrouver cette méthode. Donc, c'est une méthode qui est utilisée depuis très longtemps, sur laquelle on a pas mal de recul, qui fonctionne très, très bien. En fait, les agents d'appariement d'ion, ça permet, en spectrométrie de masse, par exemple, de pas avoir d'adduit métallique. Et ça a l'avantage que pour la chromatographie liquide, ça permet une très bonne séparation des oligosynthétiques. Et en plus, en MS, ça permet une bonne réponse. On peut avoir des très bonnes sensibilités avec cette méthode. Par contre, un des désavantages, enfin, il y en a plusieurs avec cette méthode, c'est que les phases mobiles sont peu stables. Les agents d'appariement d'ion, ils se collent partout dans la chromato ou dans le spectromasse, donc ça demande pas mal de temps pour tout nettoyer. Et puis, si vous faites de la spectro, alors à la limite en UV, j'ai envie de dire, ça encrasse les systèmes, donc faut nettoyer de temps en temps, mais c'est pas très grave. En spectrométrie de masse, c'est un problème si sur votre système, donc les oligonucléotides, on fait des méthodes en négatif, donc là, ça gêne moins. Mais si sur votre instrument, vous faites d'autres analyses, par exemple des peptides, des protéines ou d'autres composés qui sont détectés en positif, ça va poser problème parce qu'en fait, les agents d'appariement d'ion, ils interfèrent avec la détection en positif. Donc, une des alternatives qui existent, c'est la chromatographie ilique, qui a eu pas mal mauvaise presse parce que c'était une chromatographie c'était dur d'avoir des résultats reproductibles. Ça a beaucoup progressé dans les dernières années, notamment il y a des nouvelles colonnes sur le marché. Nous, on a par exemple chez Agilent la Ilix Z qui marche pas mal. Donc, l'avantage de l'Ilix, c'est que déjà, c'est des additifs qui sont très volatiles. Donc, il n'y a pas besoin de temps long pour nettoyer les instruments parce que c'est des additifs qui s'évacuent très bien. En spectrométrie de masse, c'est des additifs qui sont volatiles, donc ça pose aucun problème. Par contre, avec l'ILIC, donc les désavantages, c'est que c'est une méthode qui est relativement récente. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez trouver dans les guidelines, dans les recommandations. Il y a peu de méthodes déjà préexistantes qui existent sur lesquelles on peut se baser. Et nous, ce qu'on a pas mal vu dans les labos, c'est que on n'arrive jamais avec l'ILIC à retrouver la même sensibilité qu'on a avec la phase inverse.
Et la phase inverse, c'est une méthode qui marche, nous, on trouve avec tous les oligos, peu importe les modifications que vous faites. Lilique, bon, bah, c'est des méthodes, ça dépend beaucoup, en fait, des modifications. Il y a des oligos pour lesquels on a trouvé que ça marchait très bien. Et il y a des oligos, par exemple, qui sont très modifiés, où on change beaucoup la polarité, l'hydrophobicité, en fait, de la molécule, et où là, on trouve que ça marche un peu moins bien. Et en termes de sensibilité, je vous dis, nous, ça dépend des molécules, mais ce qu'on a observé dans nos laboratoires, c'est on peut être de 5 à 50 fois moins sensible par rapport à des méthodes en ion pairing. Donc ça reste, je dirais, l'apparimendium, ça reste la méthode de choix quand même. C'est intéressant de les combiner parce qu'elles apportent pas les mêmes types d'informations parfois. Mais voilà, l'apparimendium, c'est quand même la méthode qui est à l'heure actuelle la plus utilisée. Et c'est la méthode qui donne les meilleures performances, je dirais. Après, Lily, il y a encore du développement à faire. Je dis pas que dans quelques années, ça ne deviendra pas la méthode de choix. Mais pour l'instant, c'est celle-là. C'est une méthode qui est utilisée dans beaucoup de laboratoires. Donc, ce que je vous propose là pour le reste de la présentation, en fait, on va regarder comment, nous, ce qu'on a mis en place dans nos laboratoires chez Agilent, en fait, pour soit diminuer les impacts de l'apparimendium, voire s'affranchir des effets négatifs. Donc, on a vu qu'il y en avait trois principaux. Il y avait le fait que les phases mobiles n'étaient pas du tout stables, le fait que les agents d'apparimendium, ils se collent partout, que ça demande beaucoup de temps pour rincer. Et donc, ces deux-là, ils sont un peu liés parce qu'en fait, ça, le fait qu'ils se collent partout et qu'ils sont relargués, en fait, après, on continue dans les analyses, comme ça impacte la détection en mode positif, si vous switchez à un autre mode d'analyse après, en fait, vous allez avoir des problèmes. Donc, on va commencer par le fait qu'il y a les phases mobiles sont pas très stables. Alors, la plupart des astuces que je vais vous donner, alors il y en a qu'on a mis en place dans nos labos et la plupart on les a pas inventées, hein. C'est en faisant de la biblio où on s'est rendu compte que on n'était pas les seuls à rencontrer ces problèmes, évidemment, hein. Il y a beaucoup de nos clients qui les rencontraient et il y a déjà pas mal de publications à ce sujet. Donc sur certaines diapos, je vous mettrai directement en fait les publications dont on s'est inspiré. Ou si nous on a fait des notes d'application qui résument ça, je vous mettrai les notes d'application et en général le numéro de la note d'application, si vous voulez le récupérer, il sera en bas à droite de l'écran. Donc déjà, alors la stabilité des agents d'apparimendium en fait dans les phases mobiles, ils sont pas très stables. Notamment, il y a la formation d'agrégats. Et puis, il y a un phénomène d'oxydation des alkylamines, parce que les agents d'apparimendium, donc en général, on a les alkylamines, donc les amines, euh, et puis on a parfois, pas toujours, mais souvent, on a un contre-ion, ce qu'on appelle en anglais le counter-ion. Moi, je vais beaucoup vous parler de l'HFIP aujourd'hui, parce qu'en spectrométrie de masse, c'est celui qu'on utilise, mais il y en a d'autres. Et donc, ce que ça fait, le problème de ces agrégats, c'est que les agrégats, en fait, ça va diminuer l'interaction entre vos oligos et la phase mobile, donc vous allez avoir une moins bonne rétention. Et puis en plus, l'oxydation des amines, ça va faire que vous allez avoir une perte de sensibilité au cours du temps. Donc j'ai mis pour la MS, mais en fait c'est aussi vrai pour l'UV. Donc comment on remédie à ça? Eh ben déjà, les recommandations, c'est de refaire les phases mobiles tous les jours. Ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans énormément de papiers différents. Et nous, on a constaté des changements quand on l'a implémenté au labo. On refait nos phases mobiles tous les matins avant de commencer parce que comme ça, on enlève tout ce qui est formation d'agrégats et on repart avec des agents d'apparimendium frais qui ne sont pas oxydés. Ce qui peut aussi être fait, c'est de baisser le pH. Alors, baisser le pH, ça a été montré que il y avait moins de formation d'agrégats. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas trop baisser le pH non plus. Donc, en général, on est autour de pH 11, donc on peut baisser à 10. Enfin, il faut mesurer votre pH, il faut le baisser d'une unité, pas forcément plus, parce que si vous baissez trop le pH, vous allez avoir une perte de sensibilité en spectro de masse. Donc, vous pouvez regarder dans les papiers, ou en général, nous, on baisse d'une unité, mais pas plus, quoi. Et ensuite, quelque chose qui marche très bien aussi, qu'on a mis dans tous nos laboratoires dès qu'on fait des oligos, et d'ailleurs pas même quand on fait des oligos, maintenant c'est quelque chose qu'on a généralisé, c'est ce qu'on appelle les Stay Safe Caps. En fait, tout simplement, c'est des bouchons qui vont, alors il y en a d'autres que ceux-là, c'est des bouchons qui vont empêcher l'évaporation. Donc, qui vont faire que votre système il est plus hermétique. Et ça, d'une part, donc moins d'évaporation de solvant, c'est bien, surtout dans le cas de l'apparimendium où les agents d'apparimendium sont quand même relativement toxiques. Et en plus, vous avez moins d'air qui rentre dans la bouteille et donc vous avez moins de phénomènes d'oxydation. Donc voilà, ça c'est des choses assez simples à mettre en place, hein. C'est juste remplacer le bouchon en fait de vos bouteilles.
Euh, Alors, pour ce qui est du fait que les agents d'appareils mondiaux, ils collent un peu partout. Alors là, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Déjà, on peut minimiser la contamination. Et puis, bah, au bout d'un moment, ça suffit pas. On a beau minimiser, la contamination est toujours là. Je vais vous montrer aussi comment on peut décontaminer le système de manière efficace. Alors d'abord, comment on minimise la contamination du système avec les agents d'appareils mondiaux. Donc, si vous avez plusieurs applications sur la même chaîne LC, déjà, la recommandation, c'est tout ce que vous pouvez changer facilement. Donc, les bouteilles dans lesquelles sont stockés les solvants, les tubes qui relient les bouteilles à la chaîne chromatographique et les capillaires, parce que maintenant, sur la plupart des chaînes LC, euh, c'est hyper facile de changer des capillaires. En fait, vous le vissez, vous le dévissez, hein. Vous pouvez en avoir des prémontés en fait avec les petits embouts. Et quand vous faites de l'ion pairing, et ben vous dévissez tous les capillaires que vous pouvez, vous les remplacez par des capillaires dédiés à l'ion pairing, à l'appareil mondial. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne si vous n'avez pas une chaîne chromato qui est dédiée à l'appareil mondial, que vous faites d'autres méthodes dessus. Vraiment, ayez tout ce que vous pouvez. Alors après, évidemment, dans la chaîne LC, il y a des choses que vous pouvez pas changer, hein. Vous n'allez pas changer les têtes de pompe ou ce genre de choses. Et évidemment, avoir aussi des colonnes dédiées à l'appareil mondial. Donc, si vous pouvez avoir une chaîne LC dédiée, c'est encore mieux, vous gagnez du temps. Ce que vous pouvez aussi faire aussi pour minimiser la contamination, c'est réduire la concentration des agents d'appareils mondiaux dans vos phases mobiles. Parce qu'on trouve dans pas mal de méthodes, par exemple, des taux d'agents d'appareils mondiaux qui sont assez hauts, notamment par exemple pour l'HFIP, on trouve souvent 400 millimolaires, ce qui est très important. Donc en fait, ça va pas mal encrasser les systèmes. Nous, on a voulu réduire déjà pour limiter la contamination des systèmes et aussi parce que les agents d'appareils mondiaux, surtout l'HFIP, c'est des composés qui sont très toxiques et qui coûtent relativement cher. Donc, plus on réduit, mieux c'est. Et pour vous montrer un exemple, donc je vais vous montrer deux exemples où on a travaillé sur la composition des phases mobiles, en fait, pour arriver à réduire l'utilisation de ces agents d'appareil mondiaux. Donc, le premier exemple, là, on a donc c'est un échantillon de standard d'ADN ici détecté. Alors là, c'est de l'UV à 260 nanomètres. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a dans cette note d'application, on a testé plusieurs concentrations et plusieurs agents d'appareils mondiaux. On peut jouer là-dessus aussi. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, si on regarde, donc vous voyez que si on regarde à première vue, on a une bonne séparation pour quelle que soit la méthode employée. Mais si on zoome, en fait, au niveau des pics, vous voyez que là, c'est une méthode qui est très utilisée, le TEAA. C'est une méthode que beaucoup de laboratoires utilisent. Et en fait, si on regarde avec le TEAA et qu'on compare par rapport à ce qu'on obtient avec d'autres agents d'appareils mondiaux que vous voyez ici, ou par exemple, ça, TEA et HFIP, c'est une méthode qui est très utilisée pour l'AMS. Et si vous zoomez, vous voyez qu'en fait, là, on voit les N-1 impuretés sans aucun souci, alors que vous voyez qu'avec la méthode conventionnelle au TEAA, bah, finalement, on n'a pas une bonne résolution. Donc déjà, changer les agents d'appareils mondiaux, c'est pas mal. C'est une première étape. Regardez parce que vous avez une meilleure efficacité. Et en fait, une fois que vous en avez sélectionné un qui apporte une meilleure résolution ou une meilleure sensibilité, et ben là, ça peut être intéressant d'après aller commencer à jouer sur réduire les quantités euh, de ces agents d'appareils mondiaux. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans ce deuxième exemple où là, en fait, c'est pour... Donc ici, c'est le signal UV, encore une fois. Mais là, c'est dans un but d'appliquer ça à de la spectrométrie de masse parce qu'on a une méthode, donc ici, qui est le TEA, le triéthylamine, qui est couplé à du HFIP. Et la méthode qu'on trouve beaucoup euh, dans la littérature, c'est cette méthode-là. Donc, on va être sur 15 millimolaires de TEA avec 400 millimolaires d'HFIP. 400 millimolaires, je vous l'ai dit, c'est vraiment beaucoup. Mais on se rend compte que si on veut rester sur les mêmes agents d'appareils mondiaux et qu'on essaie de réduire la quantité de HFIP, bah, dans un premier temps, ce que vous voyez, si on réduit à 100 millimolaires, c'est une perte de résolution. Et si on réduit encore plus loin, on a une perte de résolution et on a aussi une perte de sensibilité. Vous voyez que le signal diminue. Si on compare par exemple, alors ça c'est la méthode que moi j'utilise beaucoup maintenant, c'est l'exilamine, donc le HA. Et si on compare avec le HFIP, donc on n'a même pas mis les résultats à 400 millimolaires parce qu'il n'y avait aucun intérêt à partir d'aussi haut. En fait, si déjà on réduit par 4 la quantité, si on passe à 100 millimolaires, vous voyez que eh ben, il n'y a pas d'impact, on a une très bonne résolution, on a toujours une bonne intensité. Et si on réduit encore plus à 25 millimolaires d'HFIP, eh ben, vous voyez qu'on garde une très bonne résolution, on garde une très bonne sensibilité, il n'y a pas de problème. Donc en fait,
Moi, personnellement, au laboratoire, je pars souvent sur cette technique-là maintenant, avec 15 millimolaires d'exilamine et seulement 25 millimolaires d'HFIP. Et ça, c'est super parce que déjà, je garde les mêmes performances de ma méthode. Je réduis grandement le coût parce que la HFIP, ça coûte très cher. En plus, il y a des délais de livraison de plus en plus importants. Et surtout, je réduis l'utilisation de produits chimiques extrêmement toxiques. Voilà pour ça. Donc ça, c'est pour minimiser la contamination. Voilà, si de toute façon, si vous faites de l'ion péri, même si vous utilisez des faibles concentrations, il va y avoir une contamination qui va se faire. Donc il y a pas mal de protocoles qui sont publiés. Celui-là, nous, on l'a pas mal testé. On trouve qu'il fonctionne très bien. C'est repris d'une... Je vous disais, on n'a pas forcément tout réinventé, hein. On a regardé dans cette publication. Et en fait, ce qu'ils font, alors il y a le protocole détaillé. La publication est très courte, elle fait 2-3 pages et il y a le protocole détaillé. Ils expliquent au début qu'ils ont utilisé plein d'autres méthodes avec différents mix, que ça marchait pas très bien. Et quand ils ont utilisé, en fait, 50% d'isopropanol avec 40% d'eau et 10% d'acide acétique, ils ont fait une purge du système LC avec ce système de rinçage. Et ils ont aussi rincé, si vous êtes sur la détection MS, ils ont aussi rincé le nébuliseur et toutes les parties métalliques accessibles de la source. Et en fait, ils disaient en un rinçage, donc le protocole total, je crois qu'il prend 2 ou 3 heures. Moi, des fois, je le fais en version courte d'1 heure. En 1 heure, j'ai tout nettoyé et je récupère la sensibilité et la résolution que j'avais au début de mon système. Donc, quand vous voyez que les performances de votre système commencent à baisser, ça peut être une bonne idée de faire ce rinçage et pour récupérer les performances de votre chaîne LCMS. Après, nous, ce qu'on fait, c'est aussi ça, c'est quand on le fait, quand on sait qu'on a fait beaucoup de runs, qu'on a fait un gros projet, à la fin, on va le faire, ou quand on voit des baisses de performance. Par contre, quelque chose qu'on fait très régulièrement, c'est un rinçage au méthanol de 45 minutes. Donc, par exemple, j'ai un gros run d'échantillons dans la journée. Je vais faire 45 minutes de rinçage de méthanol à la fin pour décontaminer au mieux. Euh, c'est quelque chose, ça permet d'éluer pas mal aussi tous les oligos qui sont restés absorbés éventuellement dans votre colonne, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment en routine tous les jours. Donc je vous disais, en fait, ça impacte les performances de l'AMS. Alors d'une part, parce que ça encrasse le système. Donc là, c'est ce qu'il faut utiliser dans ce cas-là, hein, cette décontamination. Parce qu'en fait, les agents d'appariement peuvent encrasser les systèmes. Mais il y a aussi un problème, c'est que donc il y a beaucoup d'absorption, notamment des amines. Donc par exemple, le TEA ou le HA, ils font des pics en positif. Quand vous passez en détection positive, ils font un pic hyper intense à 102,1. Et en fait, le problème de ça, c'est quand vous allez repasser en mode positif et que vous allez vouloir calibrer le système, tout ce qu'il va voir, le spectromètre de masse, c'est ce pic. Il verra pas les ions références sur lesquels vous allez essayer de baser la calibration et il n'arrivera pas à faire la calibration du système. Donc, en fait, si vous faites pas la calibration du système, vous pouvez même pas lancer d'acquisition de données derrière. Donc, pour ça, nous, on a mis en place des systèmes avec des valves externes où, en fait, parce que, et on fait, alors, pardon, chez Agilent, donc ça dépend des spectres de masse que vous avez. Nous, on a ce qu'on appelle le CDS, c'est le Calibrate Delivery System. Et en fait, les ions références quand vous faites la calibration, le tuning, ils viennent de là. Donc en fait, l'idée, c'est quel que soit le système que vous utilisez, que ce soit un Agilent ou un autre, hein, c'est d'éviter à tout prix de mettre des agents d'appareillement d'ion dedans. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bypass ce système de Calibrate Delivery System parce qu'on veut absolument pas qu'il y ait d'agents d'appareillement d'ion qui aillent dedans et qui le polluent. Parce qu'après, on pourra plus faire de calibration en mode positif. Donc, soit on bypass directement, là vous voyez pas sur la photo, mais en fait on a la colonne, on a le four colonne, le capillaire qui sort directement de la colonne, et en fait normalement on le met sur ce CDS. Là on bypass complètement, ou alors on a des systèmes avec des valves externes en fait qui nous permettent de faire ça de manière automatisée sans avoir à manipuler le capillaire. Les deux systèmes sont possibles. En tout cas, ce qui est important à noter, c'est qu'il faut absolument bypasser ça. Ça arrive chez des clients que des fois on n'y a pas pensé, on n'ait pas fait le bypass ou que ce soit pas possible. Donc dans ce cas-là, pas de panique, il y a quand même des moyens de récupérer en fait, d'éliminer cette pollution. Notamment, il y a des protocoles qu'on trouve. Soit on peut utiliser déjà la première chose à faire, c'est d'utiliser la décontamination et on peut infuser en fait dans ce système de Calibrate Delivery System, on peut infuser en fait des solutions d'isopropanol avec un peu d'acide formique pour essayer de flusher et de nettoyer au max.
Donc, j'ai fini avec toutes les trucs et astuces et j'arrive à la fin de ma présentation. J'ai deux dernières slides, deux dernières diapos. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'avantage en fait d'avoir un système bio pour la LC. Alors ça, c'est valable pour l'agenda Paris-Mendion. Ce que je vous ai dit, les systèmes bio, il n'y a pas de fer dedans. Donc ça évite tous les phénomènes de chélation et d'oxydation qu'on peut avoir avec les biomolécules, notamment avec les oligonucléotides, hein. Donc après, il y a différents systèmes et on a aussi, alors on n'est pas les seuls, mais il y a des colonnes qui sont faites en matériel PIC. Donc le PIC, il n'y a pas du tout de métal en fait, donc on évite aussi tous ces phénomènes. Et ça, c'est juste une note d'appli. Donc c'est surtout valable pour les méthodes illiques, moi je trouve, mais c'est aussi utile quand vous faites de l'appariement. Ça apporte des bénéfices aussi. Là, dans ce cas-là, ce que je vous montre, c'est pour la méthode illique. Et en fait, très rapidement, donc ce que je vais vous montrer, c'est par exemple ici. On a un système donc qui est bio, où il n'y a pas de fer dedans. Et ici, on a un système classique en acier inoxydable. Et ce que vous voyez, là, on est sur le cas. Donc là, c'est des oligoparticuliers parce que c'est le 5' capping en fait des ARNM. Mais ça reste en fait, des oligos, hein, avec des masses qui vont être parfois relativement similaires. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que là, quand on compare, on a une bien meilleure résolution et une bien meilleure détection en fait des oligos quand on utilise un système bio comparé à un système qui est en acier inoxydable. Et on retrouve en fait les mêmes choses si on utilise des colonnes en pic par rapport à des colonnes en acier inoxydable. Alors, si vous avez déjà une chaîne LC et qu'elle est en acier inoxydable, il y a quand même des choses qui peuvent être faites parce que vous n'allez pas. Surtout que les chaînes chromato, c'est des instruments qui ont une longue durée de vie, donc vous n'avez pas forcément envie d'investir dans quelque chose de nouveau. Il y a des trucs et astuces qui peuvent être mis en place aussi, plutôt que de racheter une nouvelle chaîne chromatographique. En fait, on peut faire des passivations du système. Donc ça, les gens qui font de la métabolomique, ils font beaucoup. Alors après, la passivation, le problème, c'est que souvent, c'est des protocoles qui prennent longtemps. Il faut les faire la veille, toute la nuit, voire pendant un jour et demi. C'est souvent des passivations avec de l'acide phosphorique, par exemple. C'est un protocole qui est très répandu. Donc ça peut être fait, pas de problème. Mais voilà, ça prend longtemps. Il faut le faire en général toutes les semaines. Ça tient pas dans le temps. Par contre, quelque chose qui peut être implémenté, alors des fois ça suffit pas, mais dans bien des cas ça suffit et c'est beaucoup plus facile à faire qu'une passivation, c'est d'ajouter un additif. Alors il y en a énormément qui existent sur le marché. Nous, celui qu'on utilise chez Agilent, et il y a ce guide là qui vous montre comment l'utiliser et qui montre aussi un protocole de passivation. Si ça vous intéresse, vous avez la référence en bas. Mais voilà, on peut juste commencer dans un premier temps, avant de se lancer dans des gros protocoles de passivation. Est-ce que finalement juste ajouter un additif? Alors nous, on utilise beaucoup, c'est l'acide médronique en fait, on l'appelle l'Infinity Lab Deactivator Additive, c'est de l'acide médronique. Et en fait, il y a pas mal de publics qui montrent, par exemple, là je vous ai mis un exemple. En fait, l'acide médronique, ça va aider à accroître la sensibilité de l'instrument. Et si ça suffit, vous n'avez pas forcément besoin de faire les protocoles de passivation. Donc, il y a des petites recommandations qui sont décrites dans le guide. Par exemple, il ne faut pas dépasser 5 micromolaires avec l'acide médronique, parce que sinon, vous avez l'effet inverse, vous allez avoir de la suppression d'ions au niveau de la détection en masse. Il faut qu'il soit utilisé dans des solvants qui contiennent au moins 10% d'eau avec des pH supérieurs à 7, sinon il polymérise. Donc là, s'il polymérise, il y a un risque que ça bouche les capillaires. Voilà, mais ce qu'on a constaté, en fait, c'est que ça améliore la sensibilité, en fait, tout simplement parce que comme vos composés, ils vont pas interagir avec l'acier inoxydable, vous allez en récupérer plus aussi, et vous allez améliorer la formation des pics, en fait, parce que vous n'avez pas ces phénomènes de rétention, donc vous allez avoir des pics plus étroits. Voilà. Et dans ce guide, il y a aussi, si ça suffit pas, c'est possible qu'il faille mettre en place une passivation. Vous avez un protocole dedans. Voilà, donc pour conclure, alors dans la première partie, là je vous ai remis les principales caractéristiques des différents systèmes. Il faut garder à l'esprit que voilà, ça dépend beaucoup de vos besoins et que vous pouvez aussi avoir besoin éventuellement de combiner plusieurs méthodes, alors que ce soit plusieurs méthodes chromatographie, électrophorèse, spectroscopie, spectromasse, etc. Ou voir combiner par exemple plusieurs méthodes chromatographiques, ILIC ou ion pairing. Peut y avoir ce besoin pour faire des méthodes orthogonales aussi. Elles apportent pas forcément toutes les mêmes informations, ça peut être intéressant de les combiner. Et puis pour la partie spécifique focus sur la chromatographie liquide, faut pas hésiter, je vous ai dit, il y a énormément d'informations dans la littérature.
Vous pouvez aussi demander, donc chez Agilent, évidemment, on a des spécialistes applications, mais si vous êtes équipé chez d'autres vendeurs, ils ont aussi des spécialistes applications, certainement. Faut pas hésiter à demander. Et puis voilà. Donc là, je vous ai présenté ce que nous on utilise, mais il y en a plein d'autres en fait. Donc faut pas hésiter à aller fouiller la biblio. Voilà. Donc là, je vous ai mis éventuellement des petits guides qu'on a, nous, qui peuvent vous aider dans votre caractérisation de vos oligonucléotides, que ce soit les petits ou la RNM, par exemple. Mon adresse mail si vous avez besoin. Et aussi pour info, si vous êtes au congrès du biotesting au mois de juin, moi j'y serai aussi. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi passer nous voir au stand Agilent. Si vous avez des questions à poser, que ce soit sur les oligos ou d'autres composés, hein, on y sera. Donc n'hésitez pas à passer me voir. Et du coup, bah, je vais pouvoir prendre les questions s'il y en a. Et merci d'être venu aujourd'hui. Merci Charlotte. Mais je peux plus démarrer ma vidéo, mais c'est pas très grave ça. Alors, on a une question qui a été posée, donc je ne sais pas par qui, puisque maintenant tout le monde est appelé Lucie. C'est la taille maximale des oligos qui peuvent être analysés en spectro de masse low résolution, donc sur un single quad. Ouais, alors ça, Est-ce que je peux retourner sur mes diapos d'avant? Oui. Ça, c'est ce que je vous ai montré. En fait, ça va correspondre un peu à... Parce que c'est vrai que sur les simples quads, en fait, pour vous donner un exemple, sur les cut-off, chez Agilent, ça peut être différent selon les vendeurs, hein, mais chez Agilent, le cut-off, nous qui a la plus grosse gamme en termes de M sur Z, il va jusqu'à 30 000. Donc, c'est quelque chose qui est assez grand. Généralement, ils vont à 3 200, 10 000, voire jusqu'à 30 000. Donc, nous, celui qui va le plus loin, c'est 30 000. Les simples quads, c'est plus limité. Selon la gamme, ça va pouvoir aller de 1200 à 3000. En gros, chez Agilent, pareil, on va jusqu'à 3000. Et en fait, souvent, les gens, ils s'imaginent que 300 M sur Z, ils vont être limités, 3000, pardon, M sur Z. Ça va jusqu'à 3000. Ça veut dire qu'ils vont être limités à 3000 Dalton parce que les gens qui ont l'habitude de faire des petites molécules ou de la GCMS, c'est ce que je leur disais, en fait, souvent, si je retourne sur cette diapo, ils ont en tête qu'en fait, un pic, c'est l'état de charge 1, et en fait, un pic, c'est une molée. Du coup, leur pic, comme le Z, l'état de charge, c'est 1, souvent, leur pic dans le spectre de masse, la masse, elle correspond déjà plus ou moins à la masse de leur composé. Quand on travaille avec des grosses molécules, je vous ai montré qu'il y a énormément d'états de charge. Et en fait, vous voyez que là, donc on est sur de la myoglobine qui a une masse, vous voyez, qui est quasiment à 17 000 en Dalton. Et en fait, en M sur Z, une fois qu'on a le spectre déconvolué, on voit jusqu'à 17 000 Dalton, mais vous voyez que sur la gamme de M sur Z, finalement, la myoglobine, on n'a même pas besoin d'aller à plus de 2000, 2200 pour la détecter, hein. Donc les oligos, c'est la même chose, ils vont être très chargés. Typiquement, des oligos, je dirais, entre 16 et 18 mères, 20 mères, on va avoir de 3 à 7, 8, 9 états de charge. Donc, faut diviser en fait la masse de cet oligo qui va être à 6000, 7000, 8000 Dalton. Faut la diviser par d'autant de 3 à 8, quoi. Donc, en fait, souvent, en simple quad, on peut déjà aller regarder des oligos relativement gros. Moi, j'ai jamais fait plus de 80 mères. J'ai déjà analysé des oligos de 80 mères sur simple quad. Probablement qu'on peut aller encore plus loin. Euh, mais voilà, faut bien faire la distinction entre le M sur Z et, euh, et la masse en Dalton de vos oligos, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai une question sur les ordres de grandeur des coûts pour vos quatre technologies dans votre conclusion. Alors, les ordres des coûts, alors ça, moi, c'est quelque chose que je suis pas habilitée à vous donner. Alors, d'une part, je suis ingénieur application, je les connais pas très bien, les coûts. Donc ça, faut pas hésiter à contacter en fait nos vendeurs. Eux, ils pourront vous donner des fourchettes, hein, même vous faire des devis. Si vous voulez si vous connaissez pas le vendeur, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, vous avez l'adresse mail hein, qui s'affiche ici. Et moi, je pourrais vous réorienter en fait sur le vendeur, sur les vendeurs pour qu'ils vous donnent des estimations. Mais voilà, moi, je suis pas habilitée à le faire et si je le fais, ils vont pas être contents. Merci. Et on a une question sur est-ce que vous pourriez expliquer le fonctionnement des agents d'appariement d'ions? Ouais. Alors, les agents d'appariement d'ion, donc
c'est utilisé beaucoup pour, donc je vous disais pour les oligos, mais pas que. En fait, le principe des agents d'appareillement d'ion, donc dans notre cas, pour les oligonucléotides, l'agent d'appareillement d'ion, ça va être l'amine, les alkylamines. Et en fait, pour simplifier, l'amine, elle va se fixer sur la phase stationnaire et en fait, elle va apporter une charge positive. Parce que les oligos, ils ont des charges négatives et en fait, le fait il va y avoir plus d'interactions parce qu'on va avoir une interaction entre la charge positive de l'agent d'appareillement d'ion et la charge négative de l'oligo qui vont mieux interagir. Et du coup, vous allez avoir une meilleure interaction avec la phase stationnaire, une meilleure rétention en fait sur votre colonne. Euh, et après, donc quand on parle d'agent d'appareillement d'ion, en général, on a tendance à dire amine et HFIP, par exemple. L'HFIP dont j'ai parlé, en fait, c'est pas vraiment l'agent d'appareillement d'ion, c'est ce qu'on appelle le contre-ion. Donc, souvent dans les qubits, vous allez voir counter ion. Et en fait, ça sert parce que quand vous avez le couplage de votre agent d'appareillement d'ion, donc par exemple l'amine avec l'oligo, ça va faire un composé qui est neutre. Et en fait, pour la spectrométrie de masse, on ne veut pas de neutre parce qu'on n'arrive pas à les détecter. Je vous ai dit, on peut détecter que des composés ionisés. Et l'HFIP, en fait, la manière dont il fonctionne, c'est que quand vous allez arriver dans la source, donc ce qu'on appelle la source d'ionisation, qui est au début de votre spectromètre de masse, qui est la première étape, vous sortez de la chromatographie liquide, vous avez fait votre séparation, les composés, ils arrivent dans la source d'ionisation, où on va appliquer en fait une haute température. Et la haute température, l'HFIP, c'est quelque chose qui est, par exemple, contrairement à d'autres agents d'appareillement d'ion, l'HFIP, son gros avantage, c'est qu'en fait, il va avoir une température où il va s'évaporer, en fait, être volatilisé, qui est relativement basse par rapport à d'autres composés. Donc, en fait, quand on applique une haute température dans la source d'ionisation, il va disparaître très, très vite, le HFIP. Et ce qui fait que très vite, on va pouvoir dissocier ensuite la haute température. Elle va pouvoir, vous avez un phénomène pardon, de désolvatation en fait dans la source. Et le fait que l'HFIP il soit évacué très vite, vous allez en fait diminuer le pH, vous allez pardon augmenter le pH très vite. Et parce que quand vous avez disparition de l'HFIP qui baissait un peu le pH, bah, votre pH il remonte. Et dans les conditions alcalines, en fait, le complexe alkylamine et oligo, il va se séparer et vous allez pouvoir ioniser vos oligos, en fait. Donc, c'est l'avantage de l'HFIP, qui est lui le contre-ion, c'est de pouvoir faire la séparation ensuite avec l'agent d'appareil mondial. Voilà comment ça marche. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon. Eh bien, écoutez, Charlotte, je vous remercie en tout cas pour ce webinaire qui était très intéressant. On vous retrouvera, vous et vos collègues d'Agilent, durant notre congrès Paul Pharma Biotesting les 5 et 6 juin prochains. Ouais, bah merci. Merci à vous de m'avoir invité. Puis merci à tous les gens qui sont venus assister au webinaire. Voilà. Merci, merci aux participants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à nous joindre à Paul Pharma ou à joindre Charlotte qui, je suppose, répondra avec plaisir aux questions que vous pourriez avoir. Bonne journée à tous et à très vite. Merci.